Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la grande chance de recevoir Meredith Whittaker. Meredith Whittaker est la présidente de l'application Signal, qui est une application encryptée utilisée dans le monde entier par des journalistes, des activistes, mais aussi tout simplement des citoyens. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre le monde de Meredith Whittaker, les personnes qui l'ont influencée, mais aussi quelles sont les valeurs à défendre pour mieux vivre cette période technologique en pleine accélération. My first question, Ma Meredith, première would question à be, Meredith um, serait la you've been suivante. quite Vous avez été assez critical about critiqué à l'égard des systèmes d'IA AI autonomes agentic qui se system développent that is partout. rising everywhere. To what extent Dans quelle mesure um, devrions-nous retenir should uniquement le take meilleur only de the ces best of systèmes it et and éviter le the pire? worst of it? To what extent do you see Dans that quelle mesure as a threat considérez-vous cela comme to une menace pour l'humanité? humanity? Eh bien, je pense qu'en général, nous devrions toujours privilégier le meilleur et éviter le pire. C'est un mode de vie. En ce qui concerne l'IA autonome, je pense que mon objectif est de garantir l'intégrité de Signal et la possibilité de fournir des communications véritablement privées. Le problème que j'ai soulevé et que beaucoup d'autres ont également soulevé concerne spécifiquement l'intégration de l'IA dans les systèmes d'exploitation et son déploiement de manière à exiger un accès massif aux données et leurs utilisations. Ce qui crée des architectures de sécurité et de confidentialité préoccupantes. Signal, par exemple, doit fonctionner sur un système d'exploitation, qu'il s'agisse d'Android ou d'iOS, et depuis plus d'un demi-siècle d'histoire de l'informatique, il est généralement admis qu'un système d'exploitation est une boîte à outils, un ensemble d'outils que les développeurs, comme Signal, peuvent utiliser pour garantir le bon fonctionnement de leurs applications et que les utilisateurs peuvent utiliser lorsqu'ils exploitent une machine pour en gérer le fonctionnement. Avec l'intégration de l'IA dans le système d'exploitation ou son déploiement de manière à exiger des autorisations excessives sur celui-ci, nous commençons à rompre avec ce paradigme et à créer un ensemble d'outils qui ne sont plus sous le contrôle du développeur ni de l'utilisateur. Donc, sous l'appellation d'IA agentique, on observe en réalité une perte de contrôle des utilisateurs et des développeurs, et ainsi qu'une menace existentielle pour des applications comme Signal, qui doivent faire confiance au système d'exploitation et s'efforcent de garantir sécurité et confidentialité avec un niveau de robustesse élevé au niveau de l'application. C'est pourquoi nous en parlons, parce que nous savons que Signal est une infrastructure critique pour des millions de personnes dans le monde. Et nous constatons que l'engouement et les espoirs que sous-tend l'IA agentique occultent certaines conséquences techniques majeures de son déploiement. Donnez-nous des exemples concrets de ce qui pourrait être dangereux. Par exemple, le fait que les agents puissent accéder à nos réservations, messages ou calendriers. C'est assez simple. Il suffit de réfléchir à ce qu'est un agent et aux promesses qui en découlent. Prenons l'exemple de la page d'accueil de Claude Cowork. Et on y dit « Organisez votre système de fichiers, organisez votre bureau, envoyez des emails ». Tout cela semble idéal, car nous ne voulons pas avoir à effectuer ces tâches. Vous savez, on aimerait se promener dans un parc, faire une sieste ou réaliser n'importe quel rêve. Mais pour cela, un agent aurait besoin de ce premier exemple, d'accéder à votre système de fichiers, c'est-à-dire au niveau les plus profonds de votre système d'exploitation. Là où se trouvent des informations extrêmement personnelles. Et pour atteindre ces données, il ne lui suffit pas d'y avoir accès. Pour accéder à votre calendrier et à vos emails, ou même faire fonctionner votre navigateur, il lui faut aussi pouvoir agir dessus. Il va donc avoir besoin d'effectuer des appels API externes. Il doit être autorisé à réserver avec votre carte bancaire. Dans le cas d'une location de voiture ou d'une réservation, par exemple, il faut pouvoir supprimer des fichiers ou en créer des nouveaux. Et dans le cas dans lequel, disons, on réserve une table au restaurant et que l'on invite des amis, il aurait besoin d'un accès à vos données Signal. Voilà le problème. L'agent a besoin d'accéder à ces données, mais aussi de pouvoir agir dessus sans votre consentement explicite. Aujourd'hui, il existe des solutions pour isoler cet accès.
Il existe des moyens de le contenir. Et c'est formidable. Mais en fin de compte, nous parlons d'un paradigme. Et le paradigme actuel de l'agentivité repose sur un accès quasi illimité à tout. L'agent dispose donc d'un contexte lui permettant de comprendre votre environnement et d'agir sans demander votre consentement. Car bien sûr, un agent qui demande systématiquement « Est-ce que cela vous convient ? Est-ce que cela vous convient ?» Il existe donc une tension fondamentale. Même si Signal a plaidé avec insistance pour des méthodes de réduction des risques, notamment la possibilité pour les développeurs de refuser que les agents accèdent à leurs données, il est impératif de ralentir le déploiement inconsidéré des agents. Nous ne devrions pas nous contenter d'intégrer ces éléments au système d'exploitation. Vous voyez déjà certaines des conséquences avec le système d'exploitation de Windows et des dysfonctionnements causés par ces déploiements d'agents. Et nous avons besoin d'une documentation bien plus complète, car Signal peine même à comprendre l'impact des mises à jour des systèmes d'exploitation. C'est très préoccupant, compte tenu des enjeux. Et pourrait-on imaginer des agents agissant de manière sécurisée, par exemple avec du chiffrement? Il existe des versions d'agents bien plus performantes et d'autres beaucoup plus imprudentes. On peut les isoler dans un environnement sécurisé. Le sandboxing consiste à limiter leur accès aux données sur votre appareil ou votre système. Ils peuvent accéder à certaines ressources que vous autorisez, mais pas à d'autres. Vous pouvez vous assurer que les seuls modèles utilisés par un agent s'exécutent sur votre appareil afin qu'aucune donnée ne soit envoyée vers le cloud. Vous pouvez également limiter fortement leurs permissions. Tout cela est possible. L'un des problèmes est que plus vous implémentez ces mesures, moins l'agent a d'autonomie. S'il ne peut accéder qu'à une petite quantité de données, ses capacités seront limitées. S'il ne peut exécuter qu'un modèle sur votre appareil au lieu d'un modèle sur le serveur cloud, il ne pourra pas accéder aux modèles les plus puissants, les grands modèles linéaires en nombre entier, LLM, car ils sont trop volumineux pour s'exécuter sur votre appareil. Donc, encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Il existe de meilleures façons de procéder. Mais comme je l'ai souligné précédemment, cette tension fondamentale entre le rêve d'un agent omniscient et capable de tout faire sans autorisation et les meilleures pratiques en matière de sécurité et de confidentialité présente une tension fondamentale. Vous m'avez prévenu, Meredith, que l'IA boîte noire utilisée dans certaines entreprises érode la confiance et renforce les déséquilibres du pouvoir. Pensez-vous qu'un véritable changement puisse venir de l'intérieur même des géants de la tech, obsédés par la croissance? Parce que vous n'avez rien contre les individus, me dites-vous. Ou pensez-vous que seules les alternatives comme Signal peuvent prouver que nous pouvons faire les choses différemment? D'où vient le problème? Du modèle économique de ces géants de la tech? Et peut-on modifier ces modèles? Finalement, je pense que les initiatives sont importantes. Les initiatives déterminent en fin de compte l'action d'une institution donnée. Et je pense que le modèle économique sur lequel reposent les grandes entreprises technologiques, la base du moteur qui les propulse, est incompatible avec des principes comme la protection de la vie privée. Et maintenant que l'on constate l'implémentation des agents d'IA, il y a un problème de cybersécurité fondamentale qui se pose aujourd'hui. Je pense qu'un changement d'initiative est donc nécessaire pour que nous puissions réellement observer les changements dont nous avons besoin. Et ces initiatives peuvent venir de différents endroits. On pourrait observer des normes d'approvisionnement plus strictes. On pourrait voir une plus grande sensibilisation à l'échelle mondiale aux enjeux de la cybersécurité et des dépendances liées à ces plateformes. On pourrait avoir des investissements dans des modèles d'IA plus petits avec différentes méthodes d'évaluation. On pourrait voir un regain de recherche fondamentale sur les questions de confidentialité et de sécurité et leur intégration dans les nouvelles technologies. Je pense que de nombreuses personnes brillantes, si elles disposaient des ressources, d'une orientation et d'un espace permettant à une communauté de pratiques de se développer, pourraient accomplir des choses extraordinaires et transformer le paysage technologique actuel. Mais encore une fois, les questions de ressources et d'initiatives restent au cœur du problème, de comment on fait ça. Et pensez-vous que ce capitalisme de surveillance vient du fait que ces applications sont gratuites ou censées l'être,
et que l'utilisateur ait le projet, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que le cœur de ce modèle économique, vous savez, ça dépend. On pourrait remonter loin, mais vous savez, ça vient de deux choses. Premièrement, il n'y avait pas de... Ou disons trois choses. Il y a eu la privatisation, la commercialisation d'Internet qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 1990. C'était une ère très néolibérale. Le dogme était que toute réglementation, toute garde-fou était mauvaise et que le marché privé était le seul vecteur de progrès et de changement. Ce n'est pas si différent d'aujourd'hui. Et à cette époque, sous l'administration Clinton, il y avait un consensus bipartisan aux États-Unis. On voyait beaucoup d'espoir économique qui s'est finalement avéré plus ou moins justifié dans la privatisation d'Internet, en confiant au secteur privé cette infrastructure construite depuis la guerre froide et utilisée par les institutions de recherche et les gouvernements. Ce faisant, ils ont commis deux erreurs fondamentales qui ont, en quelque sorte, jeté les bases de ce système pathologique. Nous sommes aujourd'hui confrontés à ce modèle économique de surveillance. L'une de ces erreurs a été de n'imposer aucune restriction à la surveillance, aucune réglementation sur la protection de la vie privée, permettant ainsi au secteur privé de collecter autant de données qu'il le souhaitait, et même plus que les gouvernements. Aucune restriction n'était imposée, et ce n'est pas par ignorance. De nombreux travaux étaient menés sur l'inconstitutionnalité d'une telle infrastructure de surveillance permissive en matière de vie privée. Beaucoup mettaient en garde, mais la pression était forte, notamment de la part du secteur publicitaire, qui voulait s'assurer de ne pas être exclu d'une nouvelle plateforme. Ils possédaient les magazines, la télévision, les journaux. Ils ne voulaient pas qu'Internet évolue sans leur participation. Plusieurs modèles étaient envisagés. Internet financé par des fonds publics, version communautaire locale, etc. Ce dont nous parlons n'est donc pas une fatalité. Ce dont nous parlons, ce sont quelques décennies de l'histoire humaine qui ont posé les fondements de ce phénomène. Or, ce que l'on oublie souvent de mentionner, c'est que nous savons depuis des siècles, voire depuis l'avènement du télégraphe, du téléphone, des réseaux postaux, que ces technologies constituent des monopoles naturels. Un réseau de communication repose fondamentalement sur une norme. Ils doivent pouvoir interagir avec lui-même. On ne souhaite pas avoir 20 téléphones différents pour appeler 20 amis différents, ni 15 applications différentes sur son téléphone. Ces technologies sont des monopoles naturels. C'est pourquoi elles ont été réglementées et structurées de manière à en tenir compte pendant de nombreuses décennies. Dans les années 90, sous l'influence du néolibéralisme, ce principe a été quelque peu oublié. Vous avez donc légué un modèle économique qui, grâce à une boucle de rétroaction, incitait à la surveillance, à la collecte de données pour mieux connaître vos clients et à une croissance à tout prix afin de recueillir toujours plus de données, d'accroître la visibilité de vos publicités et de vendre l'accès à ces clients en fonction des profils de données collectés par ce modèle de surveillance. Et nous n'allons pas vous réglementer comme des monopoles. Nous n'allons pas vous traiter comme tels. Nous allons, en quelque sorte, oublier cette idée reçue de longue date. Et c'est ainsi que l'on en arrive à la situation actuelle où une poignée d'acteurs dominants, principalement basés aux États-Unis et en partie en Chine, ont adopté ce modèle économique en premier. Ils ont développé une infrastructure de plateformes et maintenant des monopoles de l'IA grâce à cette combinaison des forces. Pourtant, dans notre discours, ces monopoles ne sont pas toujours considérés comme tels, ni comme des formations issues de forces économiques, politico-économiques et matérielles très spécifiques. Il y a cette sorte de fantasme selon lequel le problème serait un manque d'innovation ou de créativité, sans se pencher sur l'histoire et la réalité matérielle. Ces systèmes de surveillance peuvent avoir des effets sur la publicité, comme vous l'avez dit. Ils peuvent aider les publicitaires à mieux vendre leurs produits et à être plus efficaces. Mais ils peuvent aussi avoir des conséquences politiques. On l'a vu avec Cambridge Analytica, par exemple. Quand on sait exactement qui utilise votre système, craignez-vous que l'utilisation de ces monopoles ait des conséquences politiques de plus en plus importantes?
Je pense que l'histoire nous apprend qu'une quantité considérable de données de surveillance est entre les mains des gouvernements ou des grandes institutions, peut être utilisée à des fins extrêmement dangereuses. On peut penser au recensement nazi. On peut penser à l'utilisation des données de recensement aux États-Unis pour interner illégalement des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut penser à l'affaire Stasi. Oui, ce sont des exemples presque anodins, si ce n'est leurs conséquences en termes d'infrastructures techniques mises en place. On sait donc qu'une asymétrie de pouvoir se constitue en grande partie par une asymétrie d'information. Et si vous possédez des informations intimes sur les personnes sur lesquelles vous souhaitez exercer un pouvoir, vous pouvez les opprimer, les contrôler, les contraindre. C'est le problème ici, qui est donc structurel. Il ne s'agit pas de mauvaises personnes, ni de personnes mal intentionnées. C'est que nous avons créé une structure qui, à mon avis, est très dangereuse. Quelle pourrait être la solution? Bien sûr, il existe des solutions comme Signal, mais pensez-vous que l'Europe puisse faire entendre sa voix dans ce jeu, ou est-il trop tard? Une concurrence accrue venant de l'Europe, par exemple. Je ne suis pas politicien et je ne sais pas vraiment ce que signifierait la concurrence dans ce cas précis, compte tenu des forces monopolistiques en présence. Pour moi, la question est moins technologique que de savoir si nous avons une vision du monde que l'Europe, les États-Unis ou les Amériques souhaitent construire. Alors, comment construire une technologie qui corresponde réellement à cette vision, au lieu de prier pour qu'en un claquement de doigts et avec quelques millions de dollars, on puisse recréer un hyperscalé avec son long héritage d'échelle, d'effets de réseau et de verrouillage infrastructurel? C'est une question qui revient souvent chez les technologues comme moi, mais c'est en réalité une question politique. Quels sont les processus délibératifs qui nous permettent de définir le monde que nous souhaitons? Et quelles sont les pratiques, technologiques et autres qui peuvent être mises en œuvre pour y parvenir? La seule façon de créer une application de messagerie respectueuse de ses utilisateurs est-elle d'être une fondation, une organisation à but non lucratif? Je ne veux pas faire une déclaration aussi catégorique. Ce que je peux dire, c'est que dans un écosystème où la plupart des revenus proviennent de la monétisation des données, que ce soit par la vente de modèles aux annonceurs ou l'entraînement de modèles d'IA, il n'existe pas de modèle évident pour un service de messagerie aussi soucieux de la confidentialité que Signal. C'est pourquoi nous avons choisi d'être une fondation, une association à but non lucratif. Nous incarnons en quelque sorte l'image négative ou positive de ce modèle économique. Nous mettons tout en œuvre pour collecter le moins de données possible. Notre logiciel est entièrement open source, ce qui signifie que vous n'avez pas à me croire sur parole. Vous pouvez consulter notre code source. Chaque nouvelle version publiée est visible, et beaucoup le font, car la réputation de Signal est telle que les meilleurs hackers et chercheurs en sécurité du monde sont fortement incités à examiner notre code source pour y déceler une faille. S'ils en trouvaient une, ils seraient embauchés partout. Nous avons donc un long héritage et un système de protection qui nous assure une sécurité optimale. Nous nous efforçons de réécrire en profondeur les normes en vigueur afin de garantir le respect de la vie privée. De nombreuses normes de surveillance, notamment celles qui collectent des données sans tenir compte de la confidentialité, sont réécrites pour préserver cette dernière, puis intégrées à l'écosystème comme une référence en la matière. Ce que nous voulons éviter, c'est un conseil d'administration doté d'une obligation fiduciaire. Cela nous pousse à générer des revenus d'une manière qui compromettrait nos engagements fondamentaux, car nous savons que les gens dépendent souvent de Signal dans des situations de vie ou de mort. Comment trouver un équilibre avec Signal entre le besoin de confidentialité, de sécurité et d'anonymat? Par exemple, si un gouvernement ou des juges vous demandent des adresses IP parce qu'ils savent que des terroristes utilisent votre application de messagerie, comment cela fonctionne-t-il? Comment collaborez-vous face à ces demandes?
Nous ne collaborons pas avec les gouvernements. Si nous sommes contraints de répondre à une assignation, nous répondrons. Mais vous pouvez consulter notre site web signal.org/bigbro et constater le peu d'informations que nous sommes en mesure de fournir. C'est quasiment rien. Nous sommes donc fermes sur la nécessité d'une option fiable pour une communication véritablement privée, qui préserve l'histoire de la communication humaine sur des centaines de milliers d'années. Si vous et moi parlons, c'est privé, c'est éphémère. Cela devient partie intégrante de l'atmosphère. En quelques décennies seulement, cette norme, qui existait depuis si longtemps, a été érodée pour un modèle commercial auquel je ne pense pas que nous ayons pleinement consenti. Nous devons comprendre que la communication privée, la liberté d'expression et la communication privée sont un droit humain fondamental. Je suis entièrement d'accord, mais si les demandes proviennent de juges qui mènent des enquêtes, même sous la menace d'une arme, je ne peux pas leur donner les données. Non pas les données elles-mêmes, mais vous pouvez leur donner les métadonnées. Nous mettons tout en œuvre pour chiffrer non seulement le contenu des messages, mais aussi les métadonnées les plus intimes. Donc, nous n'avons ni votre nom de profil, ni votre photo de profil, ni ce qui figure dans votre répertoire, ni qui envoie des SMS à qui, ni qui est dans vos groupes de discussion. Ce sont évidemment des informations très sensibles que nos concurrents collectent, et nous avons pris des mesures considérables pour les protéger, ce qui est vérifiable dans notre code source. En parlant de métadonnées, Meredith, avant notre entretien, vous m'avez dit que vous ne trouverez rien de précis sur moi. Ne cherchez pas, ne les provoquez pas, ne les appâtez pas en ligne, s'il vous plaît. C'est la condition de la liberté dans notre monde. Il ne s'agit pas seulement de ne rien cacher, mais aussi de ne rien partager de personnel. Je partage des choses personnelles régulièrement, mais seulement avec mes amis, les personnes que je connais. Je ne comprends pas pourquoi on s'attend à ce que je me crée une image publique qui donne accès à des détails intimes sur ma vie. À mon avis, ça ne les intéresse pas beaucoup et ça n'a rien à voir avec le travail que je suis venue faire. Si vous voulez m'écouter, écoutez-moi parler des sujets sur lesquels j'ai réfléchi pendant 20 ans, de l'expérience que je pense pouvoir vous apporter. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement intéressé par ces sujets. Je suis ravie d'en discuter. Je ne pense pas que ce que j'apportais à midi à l'école est une quelconque importance, ni les détails de ma vie amoureuse au lycée. Tout ça n'a rien de pertinent. Vous n'êtes pas prête à être influenceuse, n'est-ce pas? Je peux influencer votre réflexion sur la vie privée et la surveillance, bien sûr, mais je ne vais pas vous dire quel rouge à lèvres porter. Sauf si vous me le demandez. Ce n'est pas ma prochaine question. Non. Parlez-nous de l'IA. Pensez-vous que si vous regardez ce qui s'est passé au cours du siècle dernier concernant l'IA, la conférence de Dartmouth, les travaux d'Alan Turing, Jeffington, etc., pensez-vous que c'est une bonne chose ou pas pour l'humanité? Le terme IA est très flexible, comme nous l'avons vu. Il a été inventé en 1957 par John McCarthy, qui organisait la conférence de Dartmouth, un événement majeur dans l'histoire de l'IA. Il l'a inventé en partie pour se démarquer de l'école des réseaux neuronaux, l'école connectiviste, et pour ostraciser Norbert Wiener, auteur de l'ouvrage Cybernetics à l'époque. Il l'a également inventé pour obtenir des subventions. Un terme accrocheur, vous savez, que l'armée a exploité dans cette vision de la guerre froide, celle d'une infrastructure de commandement et de contrôle capable de garantir la suprématie américaine après la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient intéressés par des financements. Donc, vous savez, toutes ces raisons assez compréhensibles expliquent pourquoi McCarthy voulait être à l'origine de ce projet et non le fruit de l'imagination de quelqu'un d'autre. Il voulait obtenir des subventions et définir ce concept. Je précise tout cela car il me semble important de déconstruire ce terme, de le dénaturer en tant que terme technique.
Au cours des 80 dernières années, l'IA a pris de nombreuses significations différentes. Elle a été appliquée comme une aspiration à des approches techniques très diverses. Encore une fois, elle ne définissait pas précisément ce modèle de réseau neuronal connecté lors de son invention. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme de réseau neuronal connecté, d'apprentissage profond. C'est donc ce que décrit le terme actuellement. Et je pense que dénaturer un peu le terme nous permet de mieux comprendre son fonctionnement interne. De demander ce que fait réellement l'IA. Qu'est-ce que nous appelons IA aujourd'hui? De quoi est-elle capable? Une simple progression scientifique positiviste où l'IA représente une série d'étapes linéaires. Et l'IA actuelle nécessite d'énormes quantités de données, principalement collectées, créées et déposées via le modèle économique que j'ai décrit, le modèle de surveillance. Et elle requiert également une infrastructure informatique colossale, créée et développée autour de ce modèle. Et elle requiert également une infrastructure informatique colossale, créée et développée autour de ce modèle. Comment indexer les publicités, comment indexer le résultat de recherche, comment stocker toutes les données relatives aux clients ou aux utilisateurs de services. Enfin, pour monétiser ces données, il faut des canaux de distribution via les réseaux sociaux ou les infrastructures à grande échelle. Et finalement, toutes ces ressources sont accaparées par les mêmes entreprises qui ont émergé dans les années 90 et qui monopolisent désormais le secteur technologique. Mais reconnaissez-vous des aspects positifs de l'IA ou des progrès pour l'humanité en médecine, par exemple l'exploration de l'univers, la résolution de problèmes mathématiques ou la compréhension de la physique quantique? Ces modèles d'apprentissage profond, centrés sur les données, excellent dans de nombreux domaines. Vous avez l'embarras du choix, n'est-ce pas? Ils sont particulièrement performants pour identifier des schémas dans d'énormes quantités de données. Je tiens à préciser que ma critique ne vise pas à dire que l'IA est mauvaise en soi. Il est frustrant pour quelqu'un qui a longuement réfléchi avec d'autres aux spécificités et aux aspects techniques de ces systèmes, de voir ces remarques sur les implications techniques et la réalité de ces systèmes perçus comme de la critique. Alors qu'un ancien influenceur crypto, devenu influenceur IA sur Twitter, peut dire n'importe quoi et être considéré comme positif. Il est essentiel d'être précis sur ce dont nous parlons. Ces systèmes pourraient accomplir des choses extraordinaires. Et de nombreuses personnes travaillent sur la recherche biomédicale et scientifique. AlphaFold était incroyable à cet égard, notamment grâce à l'idée de pouvoir traiter et recueillir des connaissances qui pourraient mener à un avenir plus viable face au changement climatique. L'IA excelle dans ce domaine, certes, mais elle ne le fera pas sans indication, n'est-ce pas? Et si chaque investisseur en capital risque préfère financer un chatbot plutôt que la recherche biomédicale, si l'on abandonne l'idée que nous pouvons résoudre la crise climatique, alors la capacité, même hypothétique, de mener ce type de recherche n'aura aucune incidence sur les résultats. C'est là qu'il faut examiner l'économie politique et les motivations de ceux qui possèdent, exploitent et orientent l'application de ces systèmes et leurs finalités. Own and harness and can steer the direction of where these systems are applied and to what end. L'IA présente également certains dangers, notamment le non-respect des droits de propriété intellectuelle. Cela donne une fausse idée de la réalité, de ce qu'est la vérité, et bien sûr, il y a peut-être l'apocalypse cognitive, le fait que nous laissions la machine prendre des décisions à notre place. Avez-vous aussi peur de ces aspects? Vous savez, la décision que vous avez mentionnée concernant les agents d'IA et la fin de la vie privée, bien sûr, mais le fait que la machine puisse penser pour nous. Je pense qu'externaliser nos capacités cognitives à un système externe sans les interroger est toujours une mauvaise idée. Vous savez, j'aime réfléchir, j'aime les problèmes complexes. J'aime rester assis avec quelque chose et ne pas le comprendre jusqu'à ce que je finisse par le comprendre.
Pour finir là-dessus, Alex Wang, le nouveau responsable du renseignement de l'IA chez Meta, il a dit « Je n'aurai pas d'enfants avant de pouvoir leur faire implanter Neuralink pour avoir une meilleure mémoire, une meilleure façon de penser. » C'est vraiment effrayant, n'est-ce pas? C'est un fantasme, à mon avis. Si vous regardez les implants biomédicaux, vous constatez qu'il s'agit souvent de matériel abandonné, sans mise à jour de firmware ni maintenance. Je ne sais pas. Enfin, parce qu'il dit que l'IA progresse tellement vite que l'humanité devra suivre le rythme et être capable de résister à ces progrès. Ce serait une bonne chose pour ses enfants. C'est qu'il faut donner à la machine la possibilité de penser à votre place. Et sinon, vous devez vous augmenter vous-même pour pouvoir lui résister. Je crois comprendre le genre de paradigme de science-fiction qui est présenté. Ce que j'exige en tant que personne ayant le même niveau de responsabilité qu'Alex et en tant que leader dans ce domaine, c'est de savoir concrètement sur quel serveur le traitement est effectué, sur quelles données il a été entraîné, ce qui se passe lors d'une mise à jour de vos implants ou de l'API qu'ils utilisent, rendant l'interopérabilité impossible. Existe-t-il une garantie de maintenance à long terme de ce code ? Que se passe-t-il si l'entreprise fait faillite? Comment savoir si le système vous améliorera réellement et ne se transformera pas simplement en un outil de surveillance? Si Larry Ellison rachète Neuralink, les API et l'entraînement seront-ils complètement bouleversés? Parce que l'entreprise deviendra américaine et non chinoise, comme c'était le cas pour TikTok. Je ne porte aucun jugement, mais je pense que chacune de ces questions mérite d'être posée. Selon moi, il faut répondre à ces questions pour ancrer une telle affirmation dans une réalité concrète que l'on puisse prendre au sérieux. Sinon, c'est amusant, certes, mais on ne parle pas d'un avenir tangible. Deux dernières questions, l'une concerne l'éducation. Je suis père de 2 filles et je me pose souvent la question suivante. Que devrions-nous enseigner à nos enfants face à l'accélération du développement technologique? Prenons un autre exemple, peut-être un peu farfelu mais intéressant. Ad Astra, une école créée par Elon Musk pour ses enfants, c'était un projet de SpaceX Compass. Il y enseigne beaucoup de choses intéressantes, comme le travail collaboratif par exemple, mais il n'y a pas de langue étrangère. Selon lui, avec les lunettes connectées, on n'aura plus besoin d'apprendre de langue étrangère. Je voulais avoir votre avis. Bien sûr, les technologies nous offrent de nombreuses possibilités, mais que devrions-nous enseigner aux enfants aujourd'hui? Je pense que la compétence essentielle est la pensée critique et la capacité d'examiner le monde qui nous entoure et les informations qui nous parviennent et de leur donner un sens. Donc, je ne crois pas que l'apprentissage d'une langue étrangère se résume à un simple téléchargement de la langue dans notre cortex, puis à la maîtriser instantanément, pourvu qu'on dispose des outils nécessaires. Puis, vous n'en avez plus besoin. C'est un exercice sur les limites du sens. C'est un exercice pour savoir comment. Vous savez, ajuster ses voies neuronales. Comment s'entraîner à comprendre le langage comme un substitut d'une réalité ineffable qui existe sous la surface du langage et que différentes cultures, coutumes et normes, au fil des nombreuses divergences de l'histoire humaine, ont créé comme quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais pour moi, ce n'est pas ce que fait l'apprentissage d'une langue étrangère. Et puis, vous pouvez parler aux gens, n'est-ce pas? Et vous faites des erreurs. Et vous savez, vous gagnez en humilité face à vos propres limites. Et vous réalisez qu'il n'y a pas de synonyme pour ce mot. Et que ce n'est pas si intéressant parce que ceci est passé par là et pas par là. Nous ne sommes pas, vous savez, l'apprentissage est une capacité à se muscler. Et c'est vraiment intéressant pour moi dans la Silicon Valley en ce moment. Il y a cette sorte d'obsession spartiate
presque militaire, une obsession pour les exploits physiques et mentaux extrêmement difficiles. Vous savez, les gens qui ont ce genre de mentalité se lèvent à 5 heures du matin, prennent leur matcha, méditent pendant 3 heures, font des bains froids et des pompes, etc., pour s'assurer leur longévité. Ils prennent des tonnes de compléments alimentaires et se font presque du mal physiquement et par leur mode de vie. Je généralise bien sûr, mais il y a une tendance. Or, quand il s'agit de penser et d'entretenir ses facultés intellectuelles, de développer sa capacité à comprendre un monde complexe, sans avoir à se reposer sur une IA qui n'est peut-être pas au courant des dernières actualités, il y a une atrophie qui semble presque volontaire. Ce n'est pas ainsi que je conçois l'apprentissage, la pédagogie et l'engagement dans le monde. And I don't, it just is fundamentally not how I understand what learning and pedagogy and an engagement in the world. Ce qui permet d'être réellement apte à assumer les responsabilités que l'on prend. Meredith, vous parlez d'un monde complexe. Pensez-vous que le monde dans lequel nous vivons est plus complexe qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 3 siècles? Je ne pense pas que ce soit une question à laquelle on puisse répondre. Je pense que nous devons gérer beaucoup plus d'informations. Peut-être devons-nous faire de la place pour des faits, des chiffres, des idées et des imaginaires que nous ne voyons jamais, que nous ne vivons pas, sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. C'est certainement différent, mais je ne sais pas. Est-ce plus complexe? Le monde en réseau du capitalisme multinational, de la finance mondialisée et du pouvoir d'État est-il plus complexe que de s'allonger dans l'herbe et d'observer un papillon qui butine lentement de fleur en fleur? Je ne sais pas comment rendre ces choses amusantes, et peut-être qu'elles ne le sont pas. Vous avez étudié la philosophie, vous avez étudié la sociologie. Je m'y connais bien. Mais dans quelle mesure l'apprentissage de Foucault, par exemple, vous a-t-il aidé dans la vie et a-t-il façonné vos valeurs? Y a-t-il d'autres personnes d'hier ou d'aujourd'hui qui vous ont influencé et avec lesquelles vous aimeriez déjeuner, dîner ou avoir de longues conversations? J'aimerais, si un génie de l'IA voulait faire revivre un hologramme de Foucault, je serais terrifiée. Et ce serait sans doute très triste, mais j'aimerais bien déjeuner avec lui. J'ai la chance d'avoir rencontré beaucoup de ces penseurs. Et je pense les avoir intégrés à mon palais mental avant même de me lancer dans la tech. J'avais ainsi des outils pour analyser ce que je voyais et essayer de comprendre ce qui se passait. Vous savez, le pouvoir du savoir et l'idée que l'épistémologie, la façon dont nous construisons nos connaissances, encode en réalité des rapports de pouvoir, m'a été très utile. Pas quand je l'ai lu en tant qu'étudiant de premier cycle. Je ne le comprenais pas vraiment. C'était très difficile à cause de la traduction. Mais en me connectant à Google et en essayant de trier des affirmations comme « nous organisons l'information mondiale », j'ai compris. Donc oui, ça a été très utile. Je n'étudie pas Foucault, mais je relis souvent ses livres. J'éprouve beaucoup de plaisir à lire des auteurs qui écrivent très bien, avec une grande précision dans leur langage. J'ai lu Lorraine Berland récemment, notamment sur l'affect et le choix des objets. Je ne sais jamais si cela s'appliquera à mon travail, et ça m'est égal. Mais il y a toujours un lien entre deux idées, ce qui m'aide, je l'espère, à garder une vision plus large et à faire de mon mieux. Êtes-vous toujours optimiste quant à l'avenir? Quel serait le monde de vos rêves? Un monde où les êtres humains se respectent mutuellement. Par exemple, vous êtes très critique envers un certain type de capitalisme, mais comment Signal gère-t-il ses finances? Si Signal n'était pas une fondation, comment pourrait-elle accomplir cette mission si importante de nous permettre de communiquer en toute confidentialité? C'est une question simple, mais plus générale. Que devons-nous être pour être plus libres et heureux? Vous avez parlé du papillon. Est-ce simplement la prise de conscience que l'être humain est une chose magnifique? On devrait se demander ce qui se passe quand on sait qu'il y a tant de conflits, des guerres.
C'est juste que tous ces gens ne pensent qu'au profit. Je ne connais pas les réponses à presque toutes vos questions. Je pense simplement que nous n'avons qu'une vie sur Terre. Je crois qu'il vaut mieux la vivre avec intégrité et dignité que de vivre dans un état d'ignorance, de peur et de limite. Et c'est évident pour moi. Je n'ai pas de baguette magique pour résoudre les problèmes profondément interconnectés auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon travail et j'essaye de le faire du mieux possible. Et je pense que la capacité à communiquer en privé est un fondement essentiel pour tout le reste. Revenons à Foucault. Dans quelle mesure cela vous a-t-il aidé à comprendre comment... J'ai compris, je comprends que ce n'était pas pendant vos études, mais après, lorsque vous travailliez chez Google. Dans quelle mesure cela vous a-t-il aidé à comprendre ce monde? Et vous m'avez parlé de dignité. Cela vient un peu de votre éducation, je pense, maintenant de vos parents ou... C'est difficile de raisonner sur ce point sans point de comparaison. Vous savez, je suis qui je suis. Je n'ai jamais été quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais eu d'autre expérience. Vous savez, au final, cela m'a été très utile. J'ai lu de la théorie, j'ai lu de la sociologie, j'ai beaucoup lu. Et j'en suis très reconnaissant envers ceux qui, avant moi, ont réfléchi si profondément à des questions qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je n'ai peut-être pas mené mes propres recherches. J'aimerais avoir davantage de personnes dans ma situation, lisant beaucoup. J'aimerais voir un meilleur accès à ce type de littérature parmi ceux qui assument des responsabilités envers d'autres, comme par exemple un rôle de leadership chez Signal. Je ne sais pas, vous savez, la dignité est fondamentale. Pas besoin d'aller à Berkeley pour s'en rendre compte. Je pense que c'est juste que, vous savez, il faut beaucoup d'énergie pour faire perdre ce sens aux gens. Et je pense que c'est en fait... C'est fondamental. Je n'aime pas trop cette réponse. C'est une bonne réponse. Oui, la dernière était meilleure. Oui, c'était le cas. Merci. Oui, inspirant. Merci beaucoup. Thank you so much.